C'est bon, l'enregistrement est starté, donc j'invite tous les gens à se joindre à la conférence maintenant. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la conférence de ce soir. On va laisser encore peut-être une minute pour laisser le temps aux gens qui ne sont pas encore entrés dans la conférence de pouvoir ouvrir leur plateforme Teams. En attendant, mais je vais me présenter. Mon nom est Josée Poirier. Je suis infirmière. J'ai travaillé 25 ans à la clinique de sclérose en plaques du CHUM et je suis retraitée depuis déjà 2 ans. Je veux juste vous mentionner que ce soir, la conférence est enregistrée et elle sera disponible sur YouTube très prochainement. Et durant la conférence, vous allez pouvoir poser des questions dans la boîte de clavardage. Et ma collègue Nathalie Caron va pouvoir répondre. Et à la fin, Judith aussi là, va se joindre à nous. Puis on va probablement soulever les questions qui ont été posées le plus fréquemment dans la boîte de clavardage. Et aussi, je vous invite, si jamais vous avez des suggestions de conférences, vous pouvez les écrire dans la boîte de suggestions. Nous, ça va nous donner une idée pour justement préparer les conférences pour 2022. On va commencer. On va juste agrandir la présentation. Comme je vous dis, la présentation de ce soir, on va parler de grossesse, d'allaitement et de fertilité. Suivante. Avant de commencer la conférence, je voulais que vous expliquiez qui nous sommes. Bienvenue à tous, comme je vous disais, aux conférences d'accès spécial données par 4 infirmières spécialisées en sclérose en plaques. Notre entreprise indépendante se spécialise au niveau de l'éducation, la communication, l'information et l'accessibilité en ligne pour la communauté entourant l'ASP. Notre objectif, c'est de vous rejoindre virtuellement afin de mieux faire connaître et comprendre ce qui entoure la sclérose en plaques. Accès SP, comme je vous disais, c'est 4 infirmières. Il y a Nathalie Caron, Judith Brouillette, Isabelle Jalbert et moi-même. Et en juin, Judith a présenté une conférence sur la sclérose en plaques qui est disponible sur YouTube. Au mois d'août, Nathalie a présenté une conférence sur qu'est-ce qu'une poussée versus une pseudo-poussée, qui est déjà disponible. Moi, ce soir, je vous ai déjà donné le nom de la conférence. Et au mois de décembre, Isabelle Jalbert va faire une conférence sur la fatigue. Qu'est-ce que ça veut dire, accès spécial? SP pour sclérose en plaques, E pour éducation, C pour communication, I pour information, A, accessibilité et ligne. Suivante. Je trouve important de vous dire que les propos des conférences sont basés sur l'expérience clinique des infirmières d'accès spécial. Nous désirons porter à votre attention que la plateforme utilisée est publique. Par conséquent, ce que vous éclairez le deviendra. Par souci de confidentialité, aucune consultation privée ne sera réalisée ainsi qu'aucune question relative à votre dossier médical ou d'ordre personnel ne seront répondues. Suivant. Le plan de la présentation. Suivant. Suivant. J'ai deux acétates pour les acétates, ça trahit mon âge. J'ai 2 diapos pour le plan de la présentation. On va parler de la vitamine D, de l'acide folique, de quelques statistiques américaines et canadiennes, des facteurs qui affectent la conception, la fertilité, de certains symptômes et je vais vous donner des conseils. Suivante. On va aussi aborder les questions fréquemment posées. Vous allez voir, c'est comme une question-réponse. Je vais brièvement vous parler de l'étude canadienne sur la grossesse qui s'appelle CAN-PREG. CAN pour Canadien, PREG pour Pregnancy, MS pour Multiple Sclerosis. On va parler de grossesse, évidemment, d'allaitement. On a préparé une petite aide-mémoire puis une conclusion. Suivante. On sait tous qu'un faible taux de vitamine D est associé à un moins bon pronostic clinique et radiologique. Et c'est pour ça que la plupart des patients qui sont atteints de sclérose en plaques, les neurologues vont vous donner un supplément de vitamine D. Certains neurologues vont vous conseiller 1000 unités par jour. Il y a d'autres médecins qui prescrivent un comprimé de 10 000 unités une fois semaine. Il y a certaines cliniques qui donnent des plus grosses doses. Il y a eu une étude qui a été faite avec plusieurs infirmières aux États-Unis et ils ont remarqué que dans le lot,
il y avait des infirmières qui avaient la sclérose en plaques, puis ils se sont aperçus que le taux sérique de vitamine D était vraiment plus faible. Et on sait, entre autres, ce qui affecte le taux de sérique de vitamine D, c'est, étant donné qu'on vit en Amérique du Nord, il y a moins d'ensoleillement, mais les patients atteints de sclérose en plaques, c'est encore plus faible que la population en général. On sait aussi que la vitamine D peut jouer un rôle sur la susceptibilité génétique. Et l'acide folique évite les malformations du tube neural qui se forment dans le premier trimestre. C'est quoi le tube neural? C'est les gens, moi, quand j'étais plus jeune, nos parents ne prenaient pas ça, de l'acide folique, et il y avait des gens qui développaient une maladie qui s'appelait le spina bifida. Au niveau de la colonne, ça fait comme une espèce de grosse bosse. Et je me souviendrai toujours, quand j'ai fait mes stages à Lucie Bruno, il y avait un jeune homme qui avait la spina bifida, puis sa bosse était tellement grosse que lui, il était couché sur le ventre sur une civière, puis il se roulait lui-même. Il était incapable de rester assis à cause de ça. Suivante. Quelques statistiques sur la sclérose en plaques. Aux États-Unis, il y a plus de 500 000 personnes atteintes, c'est quand même énorme. Au Canada, on a 90 000 personnes, puis au Québec, 20 000. C'est quand même pas mal au Québec. Et ce n'est pas surprenant, il y a environ 75 des femmes qui sont des femmes. Il y a 47 des grossesses qui ne sont pas planifiées. Moi, j'ai été très surprise de ça. Puis au Québec, c'est 50 et dans le monde aussi. Ça veut dire qu'il y a une grossesse sur deux qui n'est pas planifiée qui arrive. Et selon l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec, il y a 30 des grossesses non planifiées qui sont interrompues de façon volontaire. Donc, un avortement, c'est ça, une interruption de grossesse. Il y a quelques facteurs qui peuvent affecter la conception. Il y a des problèmes d'ordre sexuel tels que la diminution de l'absence de libido. C'est sûr que quand on n'a pas de désir sexuel, puis qu'on va avoir des enfants, puis notre fréquence de relations sexuelles s'échelonne sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais ça peut être très difficile de devenir enceinte. Je me souviens d'un jeune couple la patiente était venue me voir, elle me disait, écoute, j'ai pas le temps de faire l'amour, on est trop occupés, on travaille les deux, on étudie les deux. Là, je lui ai dit, écoute, prenez un agenda, j'ai dit, ça va couper un peu la spontanéité, puis donnez-vous des rendez-vous doux parce qu'elle s'était aperçue qu'elle pouvait passer 2 mois sans avoir une relation sexuelle. Elle avait seulement 25 ans. Je me suis dit, écoute, il faut faire quelque chose par rapport à ça. Puis la visite suivante, j'avais oublié que j'avais dit ça, puis elle m'avait dit, écoute, ça fonctionne ton truc. Fait qu'il faut se trouver des moments, il faut se trouver des trucs aussi pour augmenter la libido. C'est sûr que si on a une perte de sensation au niveau génital, puis qu'on n'atteint pas de l'orgasme jamais, bien, ça peut moins nous tenter aussi d'avoir des relations sexuelles. Si on a une douleur à la pénétration qui s'appelle la dyspareunie, ça aussi, bien, ça peut jouer un rôle. Quand on est moins lubrifié, c'est sûr que s'il y a une dysfonction érectile chez l'homme, bien, pour la femme qui est atteinte, c'est plus difficile de devenir enceinte. L'absence d'orgasme aussi, il n'affecte pas la conception, mais diminue excusez, je ne vois pas mon... diminue le... Je pense que ça diminue la libido. Suivante. Au niveau de la fertilité, la dysfonction sexuelle peut aussi être influencée par certains médicaments et la décision tardive d'avoir des enfants. Parce que vous savez que plus on vieillit, moins plus c'est difficile de devenir enceinte. Et on sait que passé 40 ans, le risque d'avoir un enfant avec une déficience intellectuelle est vraiment très important. Si on a un trouble de sensibilité, l'anorgasmie et la diminution de libido, c'est tous des facteurs qui vont affecter le projet de concevoir un enfant. Il y a des médicaments modificateurs de la maladie qui n'affectent pas la fertilité, autant chez les hommes que chez les femmes. Et ce qu'il faut savoir, et souvent les gens qui veulent devenir enceintes pensent qu'ils peuvent devenir enceintes tout de suite dès le premier essai. Le temps moyen pour devenir enceinte, ça prend entre 6 mois à 1 an. Fait que ce n'est pas nécessaire de consulter avant ça parce qu'il y a plein de facteurs qui peuvent influencer la conception. Fait qu'il faut se donner le temps. Suivante. Il est possible d'être référé dans une clinique de fertilité, comme je vous disais, quand ça fait plus qu'1 an, qu'il n'y a rien qui se passe, puis quand même on est régulière dans notre cycle menstruel, puis qu'on a quand même des relations sexuelles répétées dans la période d'ovulation, là, ça vaut la peine quand même de consulter. Il existe des techniques de reproduction assistée ainsi que de l'administration des médicaments, mais on sait que c'est quand la reproduction assistée, ça peut augmenter le risque de faire une poussée. Fait qu'il faut vraiment discuter avec le neurologue avant d'entamer ces démarches-là. Suivante.
On sait qu'il y a possiblement une plus grande prévalence d'endométriose chez les femmes atteintes de sclérose en plaques. On ne sait pas pourquoi, mais on sait que ça existe. L'endométriose modérée à sévère, mais c'est sûr que ça diminue la fertilité. Il y a 4,9 des femmes atteintes de sclérose en plaques versus 0,9 qui ont besoin d'insémination artificielle. C'est quand même pas une grosse étude, c'était seulement 61 femmes, mais quand même, on voit qu'il y a quand même une différence là, entre les femmes atteintes versus la population en général. Pourquoi j'ai mis cette diapo-là? C'est pour mettre un petit peu d'humour parce qu'on sait que la plupart, je ne veux pas être sexiste, mais on sait que quand on parle de sexualité, j'avais un autre tableau avant, mais je n'ai pas été capable de trouver la source, fait que j'ai dû l'enlever. J'avais un tableau avec un bouton pour, excusez, mais exciter l'homme, puis la femme, elle avait plein de tableaux. Quand vous regardez cette diapo-là, on regarde le cerveau de l'homme, oups, sport, sexe, 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 sexe. L'autre, bon, ben, tu sais, il y a des centres d'intérêt, magasinage, les enfants, là, ci, là, ça. Puis c'est vrai que les femmes ont souvent vont être plus préoccupées, fait qu'ils vont avoir plus de difficultés à tout de suite initier. Un homme, ça ne prend pas grand-chose. Fait que je pense que ça, c'est à travailler de notre part, les femmes. Suivante. Il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent influencer. Le changement de l'image de soi ou de l'estime de soi. Quand on sent un sentiment de colère, de découragement, bien, je ne suis pas sûre qu'on va avoir le goût d'avoir des relations sexuelles. C'est sûr que quand on est dépressif non plus, il y a certains antidépresseurs qui diminuent nettement la libido. Changement du rôle social qui peut créer des conflits quand la personne ne travaille plus, elle se sent inutile, puis là, elle se dit, bon, ben, tu sais, des fois, on se sent moins désirable. Puis l'activité de la maladie, c'est sûr que quand la maladie est plus active, ben c'est sûr que ce n'est pas notre priorité numéro un d'avoir une relation sexuelle pour devenir enceinte. Suivante. Il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer, les troubles vésicaux, troubles intestinaux. C'est sûr que si on a peur d'avoir une perte urinaire pendant l'acte, bien ça aussi, ça peut affecter la libido. Fait que moi, je conseille toujours aux gens qui ont souvent des problèmes urinaires de s'assurer de vraiment bien vidanger leur vessie avant d'avoir une relation sexuelle, puis d'éviter de boire. C'est sûr que si vous avez bu beaucoup d'eau, puis là, tout de suite après, il y a plus de risques. Ça, c'est important. C'est sûr que la fatigue est importante. Il y a de plus en plus d'études qui démontrent que jusqu'à 90 des personnes atteintes peuvent avoir un problème de fatigue. Puis, la majorité des gens travaillent. On arrive le soir, on s'occupe des enfants, les devoirs, les repas, la vaisselle, les bains. Mais quand il est rendu 22 heures le soir, sclérose en plaques ou pas, je pense que tout le monde est fatigué. Fait qu'il faut se trouver d'autres moments dans la semaine ou la fin de semaine, peut-être en après-midi, où il y a moins de fatigue. Comme ça, c'est un petit peu plus facile. Les gens qui souffrent de spasticité, c'est sûr que ça aussi, ça peut compliquer certaines positions. Fait que c'est important de prendre le relaxant musculaire au moins 1 heure avant d'avoir la relation sexuelle. Quand on a des engourdissements un peu partout, mais ça peut être désagréable aussi. C'est sûr que si on a des tremblements, ça aussi, ça peut affecter. Suivante. Quand on a de la douleur, quand on est plus vieux, les changements hormonaux, quand on a une atteinte cognitive, bien, souvent, la personne qui est plus atteinte cognitivement, parfois, va avoir de la misère à initier la relation. Souvent, on va comme avoir oublié certains gestes, ça peut devenir compliqué. Puis, il y a certaines contraintes reliées au traitement en cours. Suivante. Pendant la grossesse, il y a certains symptômes qui existent, mais qui sont aussi présents chez les femmes non atteintes. Mais la différence, c'est que chez les personnes atteintes de sclérose en plaques, ça peut être exacerbé. La fatigue, l'insomnie, les troubles de la vessie, des fois, on peut avoir une petite perte, une petite incontinence. C'est sûr que quand on porte le bébé très, très bas, ça appuie sur la vessie, mais ça complique les choses. Il peut y avoir de la constipation, il peut y avoir des douleurs, des picotements, des serrements, des problèmes de sciatique. Suivante. Certains conseils pour favoriser la fécondité. Le lubrifiant, ça affecte les spermatozoïdes. Fait que ça, il faut faire attention. Éviter les bains chauds chez l'homme, ce qui peut tuer les spermatozoïdes. Et moi, j'ai eu un exemple concret de ça. J'avais une patiente, son conjoint était quand même pas mal plus jeune qu'elle, puis ça faisait déjà 2 ans qu'elle essayait de devenir enceinte, puis il ne se passait rien. Là, ils ont décidé de consulter. Quand il a passé son spermogramme, le médecin dit, écoutez, vous avez comme un spermogramme d'un homme âgé. Puis il s'est mal questionner ses habitudes de vie. Mais ce fameux jeune homme-là, ce qu'il faisait, c'est que lui, il aimait ça prendre un bain le matin chaud avant d'aller travailler. Puis le soir, quand il revenait de travailler, il prenait un bain extrêmement chaud.
Puis là, le médecin dit, vous allez cesser complètement les bains, vous allez prendre des douches, et 2 mois plus tard, elle est devenue enceinte. Même chose pour les cyclistes qui portent des pantalons très, très, très serrés qui peuvent vraiment garder les testicules trop chauds. Bien, ça aussi, ça peut affecter les spermatozoïdes. L'usage de l'alcool et de tabac, ça aussi, ça peut réduire les chances de devenir enceinte. Puis j'en profite pour dire que l'usage de tabac, on sait maintenant, il y a des études qui ont démontré que les patients atteints de sclérose en plaques qui fumaient avaient un moins bon facteur pronostic. L'évolution de la maladie était moins bonne que quelqu'un qui ne fumait pas. Mais après 10 ans d'abstinence, c'est comme si la personne n'avait jamais fumé. Fait que ça, c'est encourageant. Si quelqu'un a cessé de fumer, puis ça fait déjà 10 ans, c'est comme s'il n'avait jamais fumé. Avant de devenir enceinte, on conseille à toutes les femmes de prendre l'acide folique et de la vitamine D, comme je vous ai dit, pour justement éviter la maladie du spina bifida, puis pour justement réduire le risque que votre enfant ait la sclérose en plaques. Et comme on disait tout à l'heure, il faut se laisser le temps. Ça prend le temps que ça prend. Il faut avoir du plaisir. Tu sais, il y a des gens que ça ne devient plus un plaisir. Et le couple veut tellement, tellement avoir un enfant qu'il oublie tout le reste. La fille, elle appelle, elle texte son chum. Bon, je suis en train d'ovuler, viens-t'en, patati patata. Il n'y a plus de plaisir. Moi, je pense qu'il faut que ça reste quelque chose d'agréable. C'est deux êtres qui s'aiment. Puis je pense que quand il y a de l'amour, à un moment donné, le stress tombe, puis ça devient un petit peu plus facile d'avoir un enfant. Suivante. Il y a plusieurs questions qui nous sont posées fréquemment. La première, c'est quoi le risque pour un enfant d'avoir la sclérose en plaques? Le risque que l'enfant ait la sclérose en plaques est d'environ seulement 2 à 3 et de 20 si les deux parents ont la sclérose en plaques. Ce n'est pas une maladie héréditaire. On dit qu'il y a une prédisposition héréditaire, mais ce n'est pas une maladie héréditaire. La preuve, c'est que des jumeaux monozygotes, donc un seul placenta qui partagent le même code génétique, le risque est de seulement 25 à 30 si un des jumeaux est atteint. Il n'existe pas de test de dépistage, par exemple, une prise de sang pour savoir si on peut avoir la sclérose en plaques. Fait que ça n'existe pas encore. Il y a certaines maladies qu'on connaît les gènes, mais pas pour la sclérose en plaques. Pour calculer la période la plus fertile du cycle menstruel, il faut déduire 14 jours avant le début des règles de votre cycle. Menstruation au premier jour. Fait que pour une femme qui aurait un cycle de 21 jours, sa période la plus propice serait à plus ou moins 3 jours de son jour 7 après le début de ses menstruations. Il y a aussi la méthode, la méthode symptothermique, la température basale. Il y a des gens chez qui ça fonctionne très bien. Et il y a un site ici que vous pourrez aller consulter qui est très bien fait, qui vous explique plein de trucs, puis la méthode aussi symptothermique. Suivante. Puis il y a aussi des gens qui disent, bon, c'est des méthodes de grand-mère, là, mais tu sais, genre, regarder les jambes en l'air pour permettre aux spermatozoïdes de se rendre plus loin. C'est-tu vrai? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Je pense que ça vaut la peine de l'essayer. D'autres questions. Est-ce que je peux devenir enceinte si ma sclérose en plaques est active? En principe, je dis bien en principe, le neurologue va vous suggérer de stabiliser votre maladie. Pourquoi? Ce qu'on veut, dans le fond, là, c'est qu'il n'y ait pas de poussée sévère dans la dernière année. Puis, on veut aussi qu'au niveau de votre résonance magnétique, qu'il n'y ait pas de nouvelles lésions et que votre condition neurologique est stable. Ce que ça signifie quand on dit pas de poussée, pas de nouvelles lésions et condition neurologique stable, on appelle ça le NEDA. Ça veut dire No Evidence of Disease Activity. Pas d'évidence d'activité de la maladie. Nathalie en avait parlé là, dans sa conférence du mois de juin. Par contre, si la maladie est active, c'est possible que le médecin vous propose un traitement plus efficace pour contrôler l'activité de la maladie pour 6 mois à 1 an. C'est un délai respecté pour stabiliser le tout. Puis, si la nouvelle IRM a une stabilité, bien là, vous allez pouvoir devenir enceinte. Suivante. Quand est-ce que je dois cesser mon traitement modificateur de la maladie? Ça, c'est les injectables, les intraveineux, les médicaments par la bouche. Comme on vous a dit précédemment, on ne veut pas nommer aucune classe de médicaments pour ne pas avoir de questions spécifiques là-dessus. La réponse, elle peut varier énormément d'un neurologue à l'autre ou selon le traitement que vous prenez. Puis, tu sais, entre vous autres, vous vous jasez, puis des fois, il y a une patiente qui va dire à l'autre, « Hey, moi, mon médecin m'a dit de faire ça. » Puis l'autre patiente est suivie avec un autre neurologue qui dit, « Non, moi, il m'a dit de faire ça. » Fait qu'il faut respecter, je vous dirais, la recette du médecin qui vous suit. La tendance actuelle avec les injectables, c'est de cesser dès que la patiente sait qu'elle est enceinte. Pour les hommes
que la partenaire va devenir enceinte, on ne fait pas cesser les injectables. Pour certains autres médicaments, il faut cesser 2 mois avant, ou parfois même 6 mois. Excusez, il peut y avoir aussi d'autres délais. Certains traitements peuvent être poursuivis. Ceci, c'est vraiment à la discrétion de la neurologue, du neurologue. Il faut vraiment en discuter avec votre médecin. Et si vous êtes suivi en clinique spécialisée, probablement que votre infirmière va être capable aussi de répondre à vos questions. Suivant. L'étude canadienne sur la grossesse, le CAN-PREG-MS, c'est une étude qui est effectuée par le docteur Dessa Sadovnik et toute son équipe en Colombie-Britannique qui consiste à suivre 100 femmes atteintes de sclérose en plaques durant et après leur grossesse à travers le pays pendant 5 ans. Dr Sadovnik, c'est elle qui avait fait la grosse étude épidémiologique pendant des années. C'est grâce à ses travaux avec Dr Donald Patey qui avait découvert justement que les jumeaux monozygotes, le risque était seulement de 25 à 30 %. C'est grâce à cette étude-là. Il y a plusieurs points qui vont être étudiés, tels que le type de traitement reçu, de répertorier les poussées puis les données sur les bébés. Il y a à peine, je vous dirais, 2 semaines et demie, 3 semaines, il y a déjà des résultats préliminaires qui ont été publiés. Malheureusement, je vais faire mon mea culpa. Je n'ai pas eu le temps de tout lire ça puis de résumer ça dans une diapo parce que je viens de déménager, fait que j'ai été pas mal occupée. Suivante. Les fameux vaccins pendant la grossesse. Il est possible de recevoir certains vaccins durant la grossesse, comme le vaccin antigrippal ou contre la COVID. Fait que ça, hein, il y a beaucoup de controverses par rapport à la vaccination, mais nous, les gens qui travaillent en sclérose en plaques, on conseille aux gens de se faire vacciner. Par contre, les vaccins vivants ne sont pas recommandés, grossesse ou pas, avec la sclérose en plaques. Puis, étant donné qu'il existe plusieurs vaccins, il faut vraiment demander à votre neurologue ou infirmière spécialisée parce que c'est sûr que des fois, si vous allez en Afrique, dans un pays où il y a des problèmes endémiques de certaines maladies, bien, il est possible que votre médecin dise, écoute, on va t'autoriser ton vaccin vivant parce que le risque d'avoir la maladie est plus important que des conséquences suivant la vaccination. Pourquoi on dit que les vaccins vivants sont contre-indiqués? C'est qu'on s'est aperçu que souvent, post-vaccination d'un vaccin vivant, il y avait un risque de faire une poussée. C'est pour ça. Suivant. Bon, la fameuse question, et on est rendu en 2021, puis bon, pourquoi est-ce que je peux avoir une épidurale? Oui. L'épidurale, c'est quoi? Ça consiste à recevoir un petit anesthésique pour réduire la douleur et l'anesthésique est injecté via un petit tube, un cathéter, dans le bas de la colonne. Il n'y a pas de risque. Par contre, comme je vous disais, même si on est en 2021, il y a encore des anesthésistes qui refusent. Ils ont peur que s'il arrive un problème, puis que là, les gens paralysent, il n'y a pas de risque. Fait que nous, ce qu'on conseille aux jeunes femmes, que dès qu'elles sont enceintes, qu'ils viennent voir leur neurologue, c'est de demander une attestation qui mentionne qu'il n'y a aucune contre-indication à l'épidurale. Ça, là, je vous le dis, c'est un petit papier qui vaut cher parce que moi, je me souviens de quelques patientes qui ne l'avaient pas demandé, puis malheureusement, là, ils ont accouché avec beaucoup de douleur parce que l'anesthésiste a refusé l'épidurale. Suivante. Est-ce que je peux allaiter? Il y a de nombreuses études qui ont démontré que l'allaitement peut réduire le nombre de poussées. Par contre, il faut que l'allaitement soit exclusif, sinon il n'est pas aussi efficace. Mais si la maladie est vraiment active, votre médecin va vous recommander de recommencer le traitement modificateur de la maladie dès que possible après l'accouchement. Souvent, ce qu'on va conseiller, c'est d'allaiter 2-3 jours postpartum pour donner le colostrum qui contient des protéines et des agents anti-infectieux qui protègent le bébé. Puis, je vous dirais que c'est sûr que quand on a la sclérose en plaques, puis on a une extrême fatigue, mais parfois, le fait de ne pas allaiter, bien, le conjoint peut aider un peu plus. Tandis que quand c'est un allaitement exclusif, là, papa, il a beau vouloir aider, si le bébé boit 2 heures, c'est difficile de dormir. Puis là, plus de fatigue, plus d'irritabilité, c'est comme un cercle vicieux. C'est pour ça aussi que s'il n'y a pas de fatigue, ça va, mais si la personne a vraiment une fatigue importante, mais ça vaut peut-être la peine de prendre du lait maternisé. Suivante. Qu'est-ce que je fais si j'ai une poussée pendant que je suis enceinte? Est-ce que je peux recevoir de la cortisone si je fais une poussée? Ça va varier selon l'intensité de la poussée. Si la poussée est légère, on ne va pas la traiter. Puis pourquoi? Parce que les corticostéroïdes par voie intraveineuse ou par voie orale ne sont pas conseillés dans le premier trimestre. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque, ce qu'on appelle de fissure palatine. Vous savez, les fameux becs de lièvre,
bien, c'était associé justement à des prises de corticostéroïdes dans le premier trimestre. C'est sûr que si la poussée est vraiment sévère, il va être possible de recevoir des immunoglobulines intraveineuses. C'est du plasma, hein? C'est le sang qu'on centrifuge, puis ce qui est translucide, là, c'est le plasma. Puis ceux-ci vont agir comme un immunomodulateur. Puis parfois, il y a même des gens qui vont avoir des plasmaphérèses. L'accouchement. La façon d'accoucher, ça ne change en rien le postpartum au niveau de la sclérose en plaques. Fait que ça, c'est quand même rassurant. La césarienne, elle va être à considérer si vous êtes paraplégique. C'est sûr que si vous ne marchez pas, le plancher pelvien est faible. Puis en plus, il y a une diminution au niveau de la sensibilité. Pour accoucher, il faut pousser fort. Ça prend de la force et c'est fatigant, c'est épuisant. C'est sûr que si vous êtes paraplégique, bien, on va vous recommander une césarienne. Suivante. Est-ce que je peux faire une poussée après l'accouchement? Habituellement, le taux de poussée va chuter durant la grossesse, puis il va augmenter entre 20 à 40 % dans le premier trimestre postpartum, surtout la sclérose en plaques qui était active durant la grossesse. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que souvent, le postpartum va suivre un peu l'évolution de la maladie. Si la personne avait une maladie très, très, très tranquille, c'est exceptionnel qu'il va avoir une poussée en postpartum. Si la personne avait une maladie très active, on est à peu près sûr qu'elle va faire une poussée. Cela dit, ça ne veut pas dire que ça va être une poussée sévère. Moi, les poussées que j'ai vues sévères, j'ai travaillé quand même 25 ans en sclérose en plaques, je pense que j'en ai vu 3 poussées sévères en postpartum. Les poussées que j'ai vues, c'était souvent des engourdissements au niveau des jambes, du bassin, des bras. C'était surtout des poussées sensitives. Cette diapo-là, c'est justement, ça vous démontre la différence entre les trimestres. Vous voyez, oups, ça chute drastiquement. Puis en postpartum, mais là, il y a une recrudescence de poussée, puis après ça, oups, ça redescend. Celle-là a été adaptée par Vucusic, mais le premier médecin qui avait fait ça, c'est Dr. Christian Confavreux, qui est un neurologue de France. Il a fait ça il y a vraiment, je vous dirais, peut-être au-dessus de 20 ans. Puis cette étude-là a été reprise avec plus de nombre de patientes et tout ça, et plus de pays, puis ça a donné à peu près les mêmes résultats. Suivante. Les données postpartum. Il n'y a pas de différence au niveau de l'APGAR. Qu'est-ce que ça veut dire APGAR? A pour apparence, P pour le pouls, la grimace, l'activité et la respiration du nouveau-né. C'est pour ça que quand on accouche, puis que là, tout de suite le petit bébé pleure, on regarde là, le personnel autour de la personne qui a accouché, puis tout le monde est détendu. Hein? On veut entendre le cri, ça veut dire que au niveau pulmonaire, ça va bien. On sait aussi que les personnes atteintes de sclérose en plaques, dans certaines études, ça a démontré qu'il y avait un peu plus de césariennes chez les personnes atteintes de sclérose en plaques que chez la population en général. Par contre, il n'y avait pas de différence au niveau des malformations congénitales, des décès périnataux ou autres causes de décès. Et il y a des études qui avaient démontré aussi qu'il y avait des bébés avec peut-être un plus petit poids gestationnel, mais rien de dramatique. Suivant. Ça, là, je vous dirais que c'est tellement important. C'est important d'avoir une discussion franche avec votre neurologue, avec votre infirmière par rapport à vos inquiétudes face aux poussées, aux pronostics et discuter du risque que l'enfant ait la maladie. C'est important de discuter avec votre partenaire de l'implication d'avoir un bébé et de vivre le tout avec votre sclérose en plaques. C'est pour ça que moi, je vous conseille, quand c'est possible, que le partenaire soit présent au rendez-vous médical pour poser des questions. Parce que moi, j'ai souvent vu des jeunes patientes venir toutes seules qui allaient très, très bien. Puis la fois suivante, de dire, ben là, mon chum ne veut pas que je sois enceinte, il n'y a pas que ma maladie soit active. Fait que c'est sûr que si le partenaire assiste à la rencontre, puis le neurologue confirme que ça va bien, la résonance est stable, il n'y a pas de nouvelles poussées, tout va bien, l'examen neurologique est stable, mais le conjoint va être rassuré aussi. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important. Un bébé, ça se fait à deux, puis ça, c'est un contrat à long terme. Hein? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut retourner dans un colis FedEx, puis on ne peut pas retourner ça, il n'y a pas d'expéditeur. Quand la fatigue est déjà présente, je vous l'ai dit tantôt, pensez à obtenir de l'aide après l'accouchement. Moi, souvent, ce que je disais à des jeunes patients, ils me disaient, ben là, mes parents veulent m'aider, mais ils habitent loin, puis tout ça. Mais je disais, demande-lui qu'elle te fasse des repas, tu peux les congeler, comme ça, tu n'auras pas à cuisiner, puis tu vas avoir plus de temps pour toi. Ou si ta mère, elle habite loin, ben peut-être qu'elle peut t'offrir un cadeau comme une femme de ménage, 2 fois, mettons, 2 semaines. Des petits cadeaux comme ça, je pense que ça peut valoir la peine quand les parents ne peuvent pas aider physiquement. Puis il n'y a pas de honte à demander de l'aide aux amis. Puis je vous dirais que quand les gens ont un handicap physique, je sais qu'il existe à l'UC Bruno un programme d'aide
justement par rapport à même pour le lit, pour aider les parents, puis des aides techniques. Fait qu'il y a des choses qui existent. Il faut vraiment s'informer par rapport à ça. Suivante. Avant ça, j'ai oublié de vous dire que, vous savez, quand on a la sclérose en plaques, souvent, il y a plusieurs médicaments que les gens prennent, que ce soit pour les douleurs, que ce soit pour les problèmes urinaires, que ce soit des antidépresseurs. Il y a beaucoup de médicaments qui doivent être cessés ou doivent être modifiés. Bon, comment on fait pour s'organiser pour savoir quels médicaments doivent être cessés? Nous, on est chanceux parce qu'il existe une clinique à Sainte-Justine qui est seulement réservée aux professionnels de la santé. Ça s'appelle la clinique Image. Et c'est des pharmaciennes qui sont spécialisées en grossesse et en allaitement. Et quand on appelle là, on raconte un peu l'histoire de cas de la personne. On dit, voici une jeune femme, 25 ans, elle a ci, elle a ça, prend telle chose. Et eux, souvent, ils nous rappellent le lendemain parce qu'ils vont faire une recherche et ils vont être capables de nous dire tel médicament, le risque que ça traverse le placenta est de tant de pourcentage. Donc, on vous suggère, celui-là, de le cesser, de le remplacer par tel autre. Tel autre médicament, ce n'est pas risqué. Fait qu'avec ça, bien souvent, c'est plus facile pour le neurologue de gérer la médication parce que les pharmaciens ne sont pas tous spécialisés en sclérose en plaques. C'est sûr que quand vous êtes suivi par une clinique, par une pharmacie spécialisée, que votre traitement est desservi par une clinique, pharmacie spécialisée, il y a de fortes chances que le pharmacien soit au courant. Mais si c'est une petite pharmacie de quartier, je vous dirais, demandez conseil à votre infirmière de clinique qui va prendre la peine, elle, de s'informer pour justement faire des ajustements de médication parce que le but dans tout ça, c'est de protéger le fœtus puis d'avoir un beau bébé en santé. Ce qu'on vous conseille aussi, c'est important parce que quand on va voir le médecin, on est toujours bien énervé, puis on n'a pas beaucoup de temps. Puis là, avec la pandémie, mais c'est souvent des visites virtuelles. Moi, ça fait déjà 2 visites virtuelles que je fais avec mon médecin de famille. Bien, c'est important de vous faire un aide-mémoire, la fameuse checklist. Fait que faites-vous une liste, surtout quand c'est la question de grossesse. Fait que là, vous pouvez marquer, bon, est-ce que je peux devenir enceinte malgré ma sclérose en plaques? Qu'est-ce que je dois faire avec mon traitement modificateur de la maladie? Il y a les délais de sevrage associés au traitement. Il faut penser, discuter épidural, puis justement, comme je disais, obtenir un document au besoin. Quel type d'accouchement je peux avoir? Est-ce que je peux allaiter ou pas? Si je fais une poussée pendant la grossesse ou après l'accouchement, c'est important d'avoir une discussion sur la reprise du traitement après l'accouchement. Et ça, c'est vraiment important parce que souvent, il y a des patientes qui vont nous cacher des poussées parce qu'ils vont se dire, ah, le traitement que je prenais avant, je l'aimais bien, je le tolérais bien, mais s'il y a eu une poussée sévère, puis qu'il reste des séquelles, mais il faut que le médecin soit au courant parce qu'il est fort probable qu'à la prochaine visite, vous allez avoir un changement de médicament. Et comme je vous disais, compte tenu de la situation de la pandémie, il y a des visites qui commencent à se faire en présentiel, mais c'est important que le médecin soit au courant. Soyez honnête puis notez vos poussées. Parce que des fois, il y a des gens qui font des petites poussées de rien, pas des pseudo-poussées, des petites poussées, puis ils disent, ça fait tellement longtemps qu'ils ont la maladie qu'ils se sont accoutumés, puis ils se disent, bof, c'est pas important. Mais tu sais, si on se rend compte, même si c'est des poussées qui durent 5 jours, 7 jours, 10 jours, mais si vous en avez beaucoup, ça veut dire que la maladie est très active. Le but des traitements, on le dit, je le répète, le but des traitements modificateurs de la maladie, c'est de réduire la fréquence des poussées, la sévérité, la durée. On veut éviter qu'il y ait des séquelles. On veut aussi, le but ultime, c'est qu'il y ait le moins de nouvelles lésions possible, ou si des nouvelles lésions sont tellement petites ou dans des zones qui ne dérangent pas votre fonctionnement. Et votre fameux examen neurologique, vous savez, quand le médecin vous voit, là, vous vous demandez tout le temps, mais pourquoi il me fait faire mi, la, fait sourire, il me regarde le fond d'œil, il me regarde. Mais ça, avec tous les systèmes fonctionnels, il va vérifier vos réflexes, votre force, la sensibilité, votre acuité visuelle, le fond d'œil, est-ce qu'il y a eu une atteinte optique? Puis lui, avec ça, il y a une cote. Puis là, on cote. Puis le fameux EDSS, là, qui s'appelle l'échelle étendue de capacité, le Extended Disability Status Scale, qui a été établi par Dr. John Kurtzky. Avant, on appelait ça le Kurtzky. Maintenant, on appelle ça le EDSS. Bien, cette échelle-là, elle part de 0 à 10. Bien, 0, c'est quelqu'un qui n'a aucun déficit neurologique. Puis à partir de 1, là, on peut avoir un petit trouble de sensibilité, on peut avoir autre chose. C'est sûr que ça peut fluctuer dans le temps, l'EDSS. Ce n'est pas un examen qui est parfait,
Mais si le changement est vraiment drastique, là, ça veut dire qu'il y a vraiment eu un changement au niveau de l'évolution de votre maladie. Puis s'il y a juste des petites fluctuations parce que vous êtes plus engourdi ou vous avez fait une névrite optique, puis là, votre champ visuel est moins bon, puis 6 mois plus tard, vous revenez, vous avez récupéré, bien ça, c'est moins inquiétant. Suivante. Fait qu'en conclusion, je pense que d'avoir la sclérose en plaques et avoir une famille, oui, c'est possible. Il ne faut pas dire, bon, j'ai la sclérose en plaques, je n'aurai jamais d'enfant. C'est possible. Moi, j'ai beaucoup de patientes qui m'ont dit, je n'aurai jamais d'enfant. Finalement, ils ont rencontré la bonne personne, puis sont revenus, puis ont eu des multiples grossesses, puis allaient très bien. Et même à l'époque, je me souviens, avant que les études soient publiées, un des neurologues avec qui je travaillais disait, bon, faites des bébés, vous allez bien aller. Puis par la suite, il y a des études qui ont été publiées, puis ils se sont aperçus que les jeunes femmes atteintes de sclérose en plaques de forme cyclique, qui avaient plusieurs grossesses, allaient mieux. Il y a comme une espèce de protection qui se crée pendant la grossesse. Mais il faut cependant planifier votre grossesse parce que certains médicaments doivent être cessés ou ajustés. Ça, c'est vraiment important parce qu'il y a certains médicaments qui peuvent jouer au niveau du fœtus, qui peuvent donner des malformations. Fait qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Je répète, il faut vraiment, vraiment être honnête, puis ça se planifie. Fait que c'est important d'en discuter avec votre neurologue ou votre infirmière spécialisée afin que cette expérience-là se vive sainement. Je vais vous montrer mes suivantes. Ça, c'est mes références. Et on va passer à la période. Merci beaucoup. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Vous pouvez encore poser des questions dans la boîte de clavardage. Ou sinon, soit Nathalie ou Judith, vous pouvez peut-être ouvrir vos micros pour voir s'il y a des questions qui peuvent être dites en grand groupe. Pour ce qui est des questions, c'était surtout autour des services. Alors, on a répondu, c'était pour les services au niveau du CLSC, Okay. pour le post-accouchement, le postpartum. Tous les CLSC, les C3S offrent ces services-là. Puis aussi, les CLSC et C3S offrent aussi des services pour pendant la grossesse, là, bon, des cours de comment on dit ça? Prénato. Les prénataux, c'est ça. Moi, ça fait longtemps que je passais par là. Mais c'est ça. Mais ils offrent tous des services. Aussi pour l'allaitement, là, c'est pas mal plus. Il y en a beaucoup plus. C'est-à-dire, il y a aussi un groupe, je ne me souviens plus du nom. Une association. La Litchi, voilà, je l'ai La Litchi, c'est ça. Le groupe La Litchi. Allaiter, c'est pas toujours évident. Là. Moi, j'ai eu 4 enfants, je n'ai réchappé 3. Là. Mais allaiter, c'est pas naturel. Moi, dans mon temps, ils disaient allaiter, c'est naturel. C'est pas si naturel. Si le bébé prend pas bien le sein, on peut se ramasser avec des craques ses mamelons, avec toutes sortes de problèmes là, qui sont souffrants. Puis que la souffrance dans ce domaine-là, c'est pas nécessaire. Parce que quand tu allaites, ben, tu crées un lien avec ton bébé. Fait que, mais cet organisme-là, ils donnent des excellents. Ils ont des personnes spécialisées qui ne font que ça, l'aide à l'allaitement. Moi, j'ai été trop têtue dans mon temps. J'étais, tu sais, quand tu es infirmière, tu dis non, j'étais gênée un peu. Mais je regrette parce que j'aurais dû appeler ces gens-là. Puis des fois, c'est une consultation qui coûte dans le temps. Je pense que là, la consultation est environ 50 $ ou je ne sais pas trop les prix, là, mais je ne peux pas vous dire, mais il y a un coût. Mais une visite, des fois, ça peut changer toute la dynamique d'un allaitement. Puis ça peut faire en sorte que c'est plus facile pour allaiter après, puis tu as plus de plaisir aussi à être avec ton bébé quand tu allaites. Moi, c'est juste ma remarque. Là. Non, c'est important. C'est important d'avoir des bons services et d'avoir du soutien autour là, quand on allaite parce que l'allaitement, tu te lèves souvent. Là, fait que c'est ça. S'il y a beaucoup de fatigue, comme Josée disait, ça serait peut-être bien de considérer d'avoir... D'alterner, de faire les deux. Là. On appelle ça l'allaitement mixte. Comme ça, le papa peut participer, maman peut prendre une pause. Puis il y a des mères aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a des mères qui n'ont presque pas de lait non plus. Ça, ce n'est pas de votre faute. Souvent, les jeunes femmes vont se sentir coupables parce qu'ils n'ont pas suffisamment de lait. Mais là, on peut donner du lait méthanisé. Je peux ajouter quelque chose par rapport justement à la production laitière. Des fois...
même si on a un bon équipement, ça ne veut rien dire. Des fois, moi, j'ai accouché 3 fois par césarienne, puis après une césarienne, c'est arrivé souvent que moi, j'avais pas de production de lait après, là, j'étais fatiguée, tout ça. Mais la dernière accouchement que j'ai eu, ça a été ma meilleure allaitement. Ils m'ont commencé avec une machine pour extraire le lait. Une pompe à lait. Fait que ça l'a vraiment aidé pour la première semaine à démarrer là, la production de lait, puis à stimuler aussi, là, puis à avoir les hormones qui vont avec. Je m'excuse, là, je parle de moi, là, mais c'est mon Non, mais c'est des bons conseils. Ça fait longtemps, c'est de l'expérience. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question de quelqu'un qui disait que combien de temps l'allaitement s'est suggéré probablement là, après l'accouchement, là, puis de façon sécuritaire, j'imagine. Là, je sous-entends la question. Là. Mais ça varie. Hein. Comme je disais là, durant la conférence, ça dépend de quel était le degré d'activité avant la grossesse. Puis, tu sais, il y a certains médicaments aussi, je ne peux pas les nommer, mais il y a des médicaments, quand on les cesse, il y a un risque de rebound. Fait que c'est pour ça que si on avait une maladie active, il y a 2 médicaments maintenant qu'on donne même durant la grossesse quand les gens sont en maladie extrêmement active. Mais si la patiente avait une maladie tranquille, souvent, les médecins vont dire, écoute, un bon 6 mois, puis après 6 mois, là, il faut songer, il faut recommencer parce que il y a un risque de pousser après. Là. Fait que souvent, nous, quand c'est quelqu'un qui est extrêmement bien contrôlé, on donnait 6 mois. Les gens qui avaient une maladie moyennement, on disait 3 mois, puis ceux qui avaient une maladie très active, comme je disais dans la conférence, tout de suite après, 3 jours d'allaitement, le colostrum, puis après ça, on reprend. Puis souvent, ce qu'on constate, en tout cas en clinique, là, je ne sais pas pour vous autres, mais nous, quelqu'un qui a eu une maladie active avant la grossesse va avoir un rendez-vous très rapide avec la neurologue après la grossesse. Donc, on suggère souvent de nous aviser dès l'accouchement. Puis, suite à ça, on planifie tout de suite un rendez-vous dans le mois qui suit. Maintenant, ça peut être téléphonique, alors c'est merveilleux. Ça évite les déplacements, mais il faut tout de suite avoir un plan. Il faut tout de suite le planifier ou le prévoir. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Nathalie, parce que maintenant, avec toute la panoplie de médicaments, avant, on ne pouvait pas planifier autant. Les neurologues n'avaient pas de plan d'action. Mais maintenant, avec tout le choix thérapeutique, puis qu'on suit, il n'y avait même pas de résonance, moi, quand j'ai commencé. Ça vous dit que je sors de la boulamite, là. Il y avait des acétates. Il y avait des acétates quand je présentais. Mais c'est pour vous dire que maintenant, quand vous êtes suivi, surtout en clinique spécialisée, bien, le neurologue il va tout de suite faire un plan d'action selon votre maladie, selon, ça fait combien de temps que vous avez la sclérose en plaques, combien d'enfants vous voulez, combien de poussées vous avez fait, avez-vous beaucoup de lésions, peu de lésions, êtes-vous resté avec des séquelles. C'est pour ça que, c'est comme on disait, la grossesse est possible, mais il faut que ça se fasse en collaboration avec votre équipe soignante, que ce soit l'infirmière, votre pharmacien spécialisé, votre neurologue. Si vous avez un médecin de famille qui est proche de vous, bien lui ici, il peut vous suivre. Nous autres, ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait toujours la note de l'évaluation avec le médecin de famille. Il était toujours au courant de ce qui se passait, puis souvent, on faisait des recommandations dans la conclusion. Fait qu'il y avait beaucoup de problèmes de santé que le médecin de famille est capable de s'occuper. Là. Fait que ça, je pense que c'est important. C'est difficile, c'est pas tout le monde qui a des médecins de famille, mais quand on peut en avoir un, bien, vous pouvez demander à votre neurologue de faire suivre votre note clinique à votre médecin à chaque visite. Comme ça, lui, il a vraiment une bonne idée de votre évolution clinique. Il y avait un commentaire aussi que je trouvais intéressant là, qui concernait, c'était une question qui dit est-ce qu'il existe des centres de fertilité avec des équipes qui sont spécialisées pour les patients en ASP? Pas en ASP, mais nous autres, au CHUM, on avait une, puis je pense qu'avec toutes les coupures, si je ne m'abuse, je pense que ça avait fermé. Mais spécialisé en ASP, toi, Judith, tu dis que oui? Moi, j'ai eu des patientes là, qui sont allées à la clinique OVO, là, qui est sur. Oui, mais ça, c'est privé, mais c'est pas spécialisé en sclérose en plaques, c'est spécialisé en. Oui, c'est ça. Mais il y avait eu comme à un moment donné, il y en avait un obstétricienne, un gynécologue, là, whatever, là, qui était spécialisé plus là, avec les maladies neurologiques. Peut-être pas sclérose en plaques, mais neurologique. Okay. Moi, je vois pas juste des patients avec de la sclérose en plaques. Là, fait que,
Mais là, Ce qui est important de retenir là-dedans, là, c'est que moi, je pense qu'à partir du moment où un patient demande une consultation clinique de fertilité, c'est important que son neurologue soit au courant de sa démarche. Puis qu'il y ait aussi des communications sur les traitements envisagés, les produits utilisés pour stimuler la production au niveau hormonal, tout ça. Parce qu'on a des patients d'autres nationalités qui parfois vont consulter à l'extérieur du pays parce que peu importe, sont plus à l'aise avec ça. Puis, on réalise, moi, j'ai eu des patients qui ont fait des grosses poussées à l'extérieur du pays à cause de traitements de fertilité parce que les médecins là-bas étaient plus ou moins au courant là, de l'interaction de la médication qu'ils donnaient par rapport à la médication que le patient prenait. Puis pas juste ça, c'est que ces médicaments-là peuvent stimuler le système immunitaire, donc provoquer des poussées. Puis ça, c'est important qu'il y ait un échange entre la neurologue puis la clinique ou que le patient fasse entre les deux, là, qu'il nous communique ce qui se passe. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une bonne échange. C'est vraiment important. C'est un très bon point parce que nous, ça nous est arrivé à quelques reprises que la patiente apporte sa liste de médicaments qui devaient être administrés. Puis souvent, le neurologue disait « Oh, ça, puis ça, non, ça, je ne veux pas. » Ou si c'est ça, je t'avertis, je te mets sur un autre traitement parce qu'il faut te contrôler. Parce qu'on en a eu, comme tu disais, des patientes qui ont fait des poussées extrêmement sévères avec des médicaments pour stimuler la procréation, puis tout ça, oui, malheureusement, oui. Ben moi, je peux ajouter quelque chose. Moi, j'ai eu des patientes qui étaient aussi homosexuelles, qui sont allées dans des cliniques de fertilité. Il y en a une même qui vient d'accoucher. Mais ça a été avec les cliniques de fertilité à date, moi, à la clinique, ça a toujours été quand même des belles histoires qui ont fini avec des beaux bébés. C'est un peu d'encourager une couple. Mais c'est ça, ça a été bien à date. Mais quand c'est juste une insémination, c'est pas dangereux. C'est quand c'est tous les produits pour stimuler. Oui, c'est l'avant qui est difficile. C'est ça. Même quand tu n'as pas la sclérose en plaques, c'est l'avant qui est difficile. Mais moi, j'ai toutes les patientes qui ont été, en tout cas, je pense qu'il y en a une qui n'a pas réussi, mais les autres ont toutes réussi. C'était vraiment... En tout cas, c'est un beau success story, comme on dit. Ouais. Je ne pense pas qu'au Québec, c'est un problème parce que nos neurologues connaissent les traitements de fertilité au Québec. Je pense que c'est plus quand les gens vont peut-être vers l'extérieur que c'est plus important, justement, d'en parler. Oui, c'est vraiment important. Il n'y a pas vraiment d'autres questions. Moi, j'aurais peut-être voulu soulever un autre point parce que c'est des choses qui ont été dites, mais je pense que c'est le fun d'y revenir. C'est par rapport à la vaccination. Moi, je pense que ça m'a fait penser, là, je dis ça de même, mais vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je pense que quelqu'un qui planifie avoir une grossesse, tout ça, moi, je pense que j'inciterais la patiente à faire sa mise à jour des vaccins. Tout à fait. Pourquoi? Parce que après, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas comment, tu sais, même si la maladie n'est pas nécessairement agressive là, au départ ou active, là, pas agressive, mais plutôt active, on ne sait jamais ce qui peut arriver, puis pourquoi pas, à partir du moment, de plus en plus en clinique, on incite les patients à faire les mises à jour de leur vaccin dès le diagnostic, puis dès qu'on débute des traitements, peu importe lesquels, là, en première ligne, là, dès le départ, on incite les patients à le faire parce qu'on sait très bien que quelque chose peut nous rebondir, puis on voudrait agir de façon rapide, puis ça va nous permettre de le faire si la vaccination est à jour. Je pense que ça pourrait être la même mode de pensée pour la grossesse aussi, pour ne pas se poser de questions, parce qu'avec la COVID, on l'a vu, il y a beaucoup de patientes qui ont remis en question le fait de recevoir le vaccin COVID parce qu'ils étaient enceintes et étaient inquiètes pour leur bébé. Fait que, tu sais, pourquoi pas se dépêcher de faire les choses avant pour ne pas avoir ces préoccupations-là au moment où on désire avoir un enfant. Tu sais, moi, c'est comme une parenthèse. C'est un excellent point, non. Puis c'est vrai, puis ça se fait de plus en plus. La plupart des cliniques maintenant, dès l'annonce du diagnostic, on demande aux gens de justement mettre leur carnet de vaccination à jour. On sait pertinemment que certains traitements qui nécessitent d'avoir pas l'hépatite, pas, tu sais, pas d'avoir le VZ, là, voyons, le VZV. Oui, c'est ça. Varicelle. La varicelle, merci. Fait que, c'est important, c'est un point excellent. Puis souvent, c'est ça qui va influencer le prochain traitement aussi.
Si on est positif, négatif, on a-tu reçu la vaccination? Je pense que c'est un ensemble. Ça se prépare, comme n'importe quoi. Là, je pense que c'est important. Si je peux ajouter quelque chose, surtout là, ça se prépare encore plus d'avance parce qu'avec la pandémie, avoir des prises de sang, avoir des ECG, avoir tous les tests, c'est un petit peu plus compliqué. Puis ça prend un petit peu plus de temps. Puis je peux rajouter une autre chose aussi par rapport à l'acide folique. Habituellement, l'acide folique devrait se prendre au moins 3 mois avant de commencer à vouloir concevoir. Fait que c'est pour donner une chance. Oui, c'est vrai, j'avais oublié de le mentionner, mais c'est vrai. Non, c'est pas. Non, mais c'est vrai. Je n'ai pas dit 3 mois, mais c'est vrai. 3 mois avant, ça peut même faciliter, je veux dire, éviter des problèmes du tube neural, le développement de la colonne, du cerveau, puis du crâne aussi. Là, fait que ça peut aider. Fait que, moi, c'était juste mon ajout. Non, mais c'est bien de mentionner 3 mois. Je ne l'avais pas dit, puis c'est important. Oui, c'est vraiment important. L'acide folique, puis de continuer la vitamine D. Ça, c'est important aussi. Oui, aussi. Oui. Mais je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Là, OK. Bien, écoutez, merci tout le monde. Merci à mes 2 collègues de m'avoir soutenu et supporté là-dedans. Merci à tout le monde d'avoir été présent jusqu'à la fin. J'espère que ça a répondu à certaines de vos interrogations. Puis, comme on disait, même à la fin, il vous reste quelques minutes, si jamais vous avez des suggestions de conférences, gênez-vous pas, vous pouvez les ajouter dans la boîte de clavardage. Puis nous, ça va nous permettre de nous donner des idées là, pour préparer les prochaines conférences. Fait que sur ça, je vous souhaite à toutes et tous une belle fin de soirée. Merci beaucoup d'avoir été présents.